n'ayons pas peur des mots. Ce qui s'est passé, on est autour de 1000 morts en Guinée forestière, bon ça. Alors, doyen Lamine Camara, bon voilà, on va vous avoir tout à l'heure. Restant en ligne, j'espère que peut-être qu'on a le docteur Faya Minimono. Je crois qu'on a eu quelques petits problèmes avec lui. J'espère que tout va pour le mieux. Hein. Docteur Faya, est-ce que vous nous entendez hein? Alors, docteur Minimono, est-ce que vous nous entendez? Oui, allô, Jacques, comment ça va? Oui, ça va très bien. Alors, on avait commencé un peu à désespérer. Hein. Je crois que la communication n'était pas tellement bonne, mais tout est bien qui finit bien. Comment allez-vous, docteur? Oui, je vais très bien. Et vous? Oh ben, ça va très bien. Hein. On avait un peu d'inquiétude. On avait l'impression que c'est tellement, vous serez certainement arrêté ces jours-ci. Hein. Est-ce que vous avez cette impression, vous? Interpellé, j'allais dire. Interpellé. Je ne vous entends pas très bien, Jacques. J'ai dit, on avait l'impression que vous serez certainement interpellé ces jours-ci. Hein. Est-ce que vous avez la même impression? Tout est possible ici, hein, mais écoutez, ça fait partie des risques à prendre. Et je crois que on ne craint pas d'être interpellé. Alors, de quoi vous êtes accusé réellement? Est-ce que vous avez déjà exactement, vous savez de quoi vous êtes accusé, puisque vous avez certainement lu hein, la correspondance, le communiqué donc, du RPG Arc-en-Ciel. Est-ce que vous reconnaissez hein, dans les accusations proférées contre vous? D'abord, dans leur communiqué, ils disent du n'importe quoi. Lorsque nous communiquons, nous savons choisir nos mots. Il est clair que lorsqu'on dit la vérité en Guinée ici, on peut vous interpréter diversement, mais nous n'avons utilisé aucun terme insolent. Nous avons simplement interpellé la responsabilité du gouvernement, de l'État, parce que si l'État commet un crime, il faut dire que l'État a commis un crime. Et donc, si c'est une insulte, eh bien que ça soit ainsi, nous sommes pas. On vous accuse aussi hein, d'avoir accusé le président Alpha Condé hein, d'avoir orchestré donc un génocide. Hein. Nous n'avons pas parlé de génocide, par contre nous avons parlé de crimes contre l'humanité, parce que ce que nous sommes en train de vivre à Womé, je crois que chacun de nous a suivi avec beaucoup de consternation ce qui s'est passé là-bas. Il n'y a pas un seul Guinéen qui soit resté indifférent face à ce qui s'est passé à Womé. Donc tout le monde a condamné, parce que personne n'a le droit d'ôter la vie à un autre Guinéen. Cela dit, les gens ont également appelé à ce que une enquête soit menée pour qu'on sache exactement qu'est-ce qui s'est passé. Alors, c'est dans le cadre de cette démarche pour la manifestation de la vérité que nous avons commencé à constater que le gouvernement a quelque chose à cacher au peuple de Guinée. Il vous souviendra, et que je crois que vous avez été informé, du déplacement en région forestière d'une équipe mixte composée de journalistes, d'huissiers de justice et d'avocats, n'est-ce pas, qui avaient des missions en règle, qui se sont présentés au gouverneur et au préfet, qui ont visé leurs ordres de mission. Ils étaient sur le terrain lorsque un appel, n'est-ce pas, à exiger qu'on les arrête et qu'ils soient entendus sous serment, comme s'ils étaient des criminels, séquestrés pendant 7 heures. Et on leur enlève tous les équipements et on prend soin d'effacer non seulement les enregistrements, mais également les photos. Il est clair que par ce comportement-là, l'État est en train de violer quelque chose. Et ce que nous avons constaté dès le début de ce drame, que toutes les interventions des ministres qui ont effectué le déplacement, notamment le ministre de la Communication, le ministre de la Santé, ce n'était pas le criminel qu'on était en train de chercher, mais plutôt le village qui était visé. En matière de procédure pénale, je crois que la responsabilité, elle est individuelle. Autrement dit, on ne peut pas aller, n'est-ce pas, derrière le père pour un crime commis par le fils et vice-versa. Mais dans le cas précis, et là où nous accusons effectivement l'État de s'être responsable, n'est-ce pas, de crimes majeurs que nous qualifions de crimes contre l'humanité, c'est qu'on a visé tout le village où vivaient
5000 personnes, parmi lesquelles des bébés, des enfants, des femmes en grossesse, vieillards, etc., etc. Personne ne peut soutenir que ces bébés soient des criminels. Alors, ceux-là sont en train de vivre aujourd'hui en brousse. On se demande combien sont déjà morts. On sait qu'on a la confirmation d'une femme au moins qui a été mordue par un serpent et qui en est morte. Alors, lorsque l'État se permet ce genre de choses en installant dans un village, alors que nous ne sommes pas en situation de guerre, il n'y a pas une déclaration de sécession, alors je trouve là que non seulement cette décision est anticonstitutionnelle, mais ça viole y compris les lois internationales. Alors, tout à l'heure, vous aviez dit que nous ne savons réellement pas ce qui se passe un peu, c'est réellement passé. Mais docteur, je pense que vous avez eu le temps donc de discuter avec certaines personnes et mener vos enquêtes. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous pouvez nous dire un peu, selon les informations que vous avez reçues, ce qui s'est passé à Womé? Jacques, jusqu'à présent, nous sommes en train de continuer à recueillir des informations ça et là. De plus en plus, nous commençons à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Je vous dis exactement le compte-rendu que nous avons reçu des journalistes. J'ai aujourd'hui des enregistrements, les religieux, les prêtres notamment, qui ont témoigné, n'est-ce pas, sur ce qui s'est passé à Womé. Eh bien, il y a eu un déplacement à Womé pour une sensibilisation. Mais il y a une dimension, comme cela a d'ailleurs été dit par Abdoulaye Ba sur Guinée News, il y a quelque chose qui n'est pas passé inaperçu. La réunion préparatoire de cette mission n'a pas connu la présence, n'est-ce pas, des représentants de Womé. Est-ce qu'il y avait là un malaise? Est-ce qu'il y avait un problème? Hypothèse. Il y a une version qui dit que c'est parce que des jeunes gens de ce village avaient été arrêtés bien avant le jour de la sensibilisation. Ils étaient en prison en Véreux-Corée. Alors, lorsque les négociations pour la venue de la délégation se faisaient, selon cette version, le sous-préfet a promis que la venue du gouverneur et du préfet, n'est-ce pas, coïnciderait au retour de ces jeunes qui avaient été arrêtés. Alors, lorsque le gouverneur et sa délégation sont arrivés, on n'a pas vu les jeunes. Le gouverneur a pris la parole, il a dit tout ce qu'il avait à dire. Tant qu'on ne prononce le cas, n'est-ce pas, des jeunes qui étaient en prison, alors cela a suscité une réaction au sein de la foule, dont un jeune qui a réclamé cette libération, selon cette version. Alors c'est en ce moment-là qu'un membre de la délégation, notamment les forces de l'ordre, se sont avancés vers le jeune pour vouloir l'arrêter. Et donc, les autres jeunes se sont opposés. Voilà une version qui est actuellement en circulation. L'autre version dit qu'au moment où la sensibilisation faisait, il y a un groupe qui est venu informer, n'est-ce pas, qu'on est en train de pulvériser le village. Vous savez qu'il y a eu des incidents par rapport à la pulvérisation. À Massanta, on en a arrêté. En Véreux-Corée, on en a enregistré. Alors, pour une autorité responsable qui sait qu'il y a eu souvent des réactions incontrôlées de la population lorsqu'il y a tentative de pulvérisation, on aurait dû prendre plus de précautions pour expliquer le bien fondé de cette opération, si c'est une opération de virus d'Ebola. Alors, lorsque de toutes les façons il y a eu des problèmes, une partie de la délégation a pu s'échapper pour se retrouver dans la sous-préfecture voisine, n'est-ce pas? Il manquait donc à l'appel quelques membres de la délégation. À partir de Gweke, qu'est-ce que le prêtre a proposé? Le prêtre a immédiatement proposé qu'une délégation se rende au village parce qu'en ce moment-là, on pouvait encore espérer que ceux qui manquaient à l'appel étaient en vie. C'est alors que le gouverneur et le préfet ont dit que le village est un village rebelle, qu'on n'enverra personne pour négocier, mais on enverra l'armée. On y a envoyé effectivement l'armée. Alors, lorsqu'on a envoyé l'armée, c'est vers le soir que les militaires sont revenus à Gweke pour dire qu'ils n'ont pas pu arriver au village, qu'ils ont trouvé une résistance. Encore une fois, ceci est une construction. Il n'y a pas un seul village que je connaisse
Jacques, en République de Guinée, que ce soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, n'est-ce pas, où un contingent militaire armé de toutes sortes d'armes automatiques peut tenter de rentrer et que la résistance empêche, n'est-ce pas, l'armée de rentrer. Ça, c'est une... Alors, bref, lorsqu'il n'a pas pu rentrer, c'est en ce moment que le gouverneur a dit que le prêtre parte. Il était déjà nuit. Le prêtre a dit, puisque vous dites que c'est un village rebelle, nous avons proposé de partir la journée. Vous nous avez empêchés, nous ne pouvons pas partir maintenant. Alors, le lendemain, les prêtres vont dans le village. Constat, le premier corps qu'on voit, c'est un corps tué par balle. Et je crois que aucune version officielle, jusque-là que vous avez entendu, ne vous avait parlé de personnes tuées par balle. Alors, donc, est-ce qu'on peut se permettre aujourd'hui de spéculer sur la question? Maintenant que nous voyons que le gouvernement est en train d'empêcher que des gens neutres puissent poser un regard, n'est-ce pas, critique sur ce qui s'est passé pour nous sortir véritablement la vérité de ce qui s'est passé, on peut donc essayer de partir de ce qui s'est passé à Zog, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. À Zogota, il y a 2 ans et quelques mois, c'est le 3 août qu'une délégation de 5 ministres a été dans le village. Et la même nuit, donc dans la nuit du 3 au 4, nous avons constaté que des militaires, des gendarmes et des policiers ont été envoyés dans ce village. 6 personnes ont été tuées. La seule chose qui a empêché qu'un mensonge grossier ne soit pas collé à ce village pour justifier le débarquement de l'armée, pour en faire un camp militaire, c'est parce que les populations ont abattu des arbres pour empêcher que les véhicules quittent le village et retournent à leur base. Jusqu'à aujourd'hui, ces véhicules sont là. Alors, si l'armée a menti, qu'elle n'a pas pu rentrer effectivement au village, et qu'elle soit effectivement rentrée au village, on peut se poser la question dans quelles circonstances nos compatriotes qui sont morts sont morts. Donc, il y a aujourd'hui plus de questions que nous avons que de réponses. Quel que soit ce qui se soit passé là-bas, nous avons tous ces choses condamnées que 8 personnes soient mortes. On veut que l'on sache clairement toutes les circonstances dans lesquelles ces personnes ont été tuées. Mais ce que nous constatons maintenant du côté de l'État, c'est le fait de ne pas aller à la recherche des criminels, mais d'aller à la chose derrière tout un village composé de 5000 personnes. Vous avez entendu le ministre de la Communication dire à tous les villages voisins que quiconque recevrait un habitant de Wamé, il a un risque plus élevé que celui que courent les villageois. Aujourd'hui, tout appartenait à ces pauvres gens dans ce village a été volé et vendu dans les villages voisins, y compris à Zéro-Corée. Vous avez suivi, même dans la conférence de l'honorable Jean-Marie Doré, où il a raconté une scène, n'est-ce pas, lorsque les militaires sur le terrain ont failli en venir aux armes. Donc c'est en fait la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. L'État est en train de commettre un crime, et un crime sérieux. Alors, quel est réellement, vous avez commencé à décrire, quel est réellement l'état des lieux aujourd'hui donc de la région de Womé, hein? On dit que c'est d'abord une ville déserte aujourd'hui, eh bien un village désert aujourd'hui. Hein? Est-ce que vous pouvez confirmer cela? Le village est complètement désert, c'est une base militaire qui s'y trouve aujourd'hui. Parce que lorsque la mission est allée, le capitaine d'un certain Keïta qui a reçu les missionnaires, il a parlé des différents contingents qu'on y trouve. Il y a même l'armée de l'air là-bas, je ne sais pas pour quelle raison. Ça, c'est pour vous dire que Wamé est devenu aujourd'hui une garnison militaire. Ce qui est anticonstitutionnel, ce qui est illégal dans ce pays, parce que c'est une violation claire du domicile. Alors, vous avez parlé d'un village de près de ça. Où se trouve dans cette population? Est-ce que vous avez des informations aujourd'hui? On parle, certaines personnes disent qu'il serait donc... Pardon? Oui, aujourd'hui, il se trouve au moins la population donc de Womé. Vous savez où cette population se trouve aujourd'hui, hein?
pour être chose, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette population est en train d'errer dans la nature. Parce que, je viens de vous rappeler, c'est que le ministre de la Communication et le ministre de la Santé ont dit, juste au moment de ce drame-là, que tous les villageois des villages voisins qui allaient recevoir les villageois comment on appelle ça, de Womé, ils courraient un risque plus élevé. Donc aujourd'hui, ceux-là ne sont pas reçus dans ces villages voisins. Où ils peuvent se trouver s'ils ne sont pas à Womé, ils ne sont pas dans les villages voisins. Ils sont en train d'errer dans la nature et certains sont en train d'être mordus par des serpents et ils sont en train de mourir. Imaginez des femmes enceintes qui sont obligées d'accoucher en brousse. Voilà la situation dans laquelle nous sommes actuellement. Alors, c'est une situation quand même assez alarmante, hein? Alors, cette équipe qui était partie pour des enquêtes, vous l'avez mentionné tout à l'heure, a été donc un peu refoulée. Hein. Les explications, c'est que c'est un lieu assez sensible qu'on ne peut pas permettre à n'importe qui de venir certainement contaminer un peu la région. Alors, quelle est un peu votre réaction par rapport à ça? Nous avons lu le communiqué rédigé par le ministre de la Justice, Jacques. Vous vous rappelez que de tous les membres du gouvernement du professeur Alpha Condé, celui pour qui j'avais assez de respect, c'était Maître Cheikh Sako. Mais le capital de confiance qu'il a construit depuis qu'il est arrivé au gouvernement, il l'a complètement détruit à travers cet acte. Premier constat que nous avons fait. Il fait un communiqué parlant, n'est-ce pas, de vice de forme, parlant de violation de procédure, sans référer à une quelconque disposition, ni constitutionnelle, ni légale, qui aurait été violée. Ça, c'est le premier constat. Deuxième constat. Il dit que Womé est une scène de crime. Je crois que les États-Unis, c'est des choses auxquelles vous êtes habitués. Lorsqu'il y a un crime, dans le cas guinéen, le Code de procédure en son article 52 prévoit que lorsqu'il y a un crime, généralement circonscrit dans une maison ou alors en un lieu précis, on entoure cette partie-là pour essayer de protéger les preuves. Mais on ne peut pas déclarer toute la sous-préfecture de scène de crime. Sinon, selon cette définition, n'est-ce pas, de la scène de crime que nous a faite Monsieur le ministre de la Justice Garde des Sceaux, un jour la Guinée sera une scène de crime et donc il ne sera pas possible pour les Guinéens de s'y aventurer. La pire des choses qu'il a faites dans ce communiqué, c'est qu'en s'attaquant aux avocats sans frontières qui sont allés aider à la manifestation de la vérité, il n'a même pas mentionné le cas des 5000 personnes qui sont à risque de mourir aujourd'hui, dont certaines sont en train de mourir aujourd'hui en brousse. Ce qui montre clairement que M. Sako est partie prenante, n'est-ce pas, dans ce crime odieux qui est en train d'être commis aujourd'hui à l'endroit de ces villageois. Alors, docteur Faya, nous avons été quand même un peu surpris aussi par des personnalités du régime du président Alpha Condé, donc Laye Condé et autres, traiter donc ces populations de cette région, donc de régions donc de barbarie, de barbares, de sauvages, et même ils ont même parlé de l'application donc de la peine de mort. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une stigmatisation aujourd'hui des forestiers en général ou bien des populations de Womé? Les forestiers en général, oui. De Womé en particulier, oui. Parce que cette dérive verbale de Laye Junior Condé n'a jamais été dénoncée, n'a jamais été condamnée par le RPG, ce qui signifie que Laye Junior Condé a peut-être dit haut ce que tout bas on pense à l'intérieur du RPG Arc-en-Ciel. Je l'ai dit tout à l'heure, Jacques. La responsabilité pénale, elle est et demeure personnelle. On ne peut pas, quelle que soit la gravité du crime, on ne peut pas aller après le père pour un crime qui est commis par le fils et vice-versa. Dans le cas présent, en République de Guinée, dans toutes les régions de ce pays, il se passe de la violence.
il y a moins de 8, nous avons vécu un crime odieux à Cancan, où des gendarmes, on a vu le cadavre des gendarmes, n'est-ce pas, avec les têtes complètement cassées. Peut-on aller de ce tact-là pour taxer tous les Cancanais de sauvages ou d'avoir des gènes de violence dans leur corps? Non. Quelqu'un de responsable, n'est-ce pas, il utiliserait, comment on appelle ça, un langage beaucoup plus approprié. Aller après celui qui a posé l'acte. La forêt n'est pas le seul endroit à République de Guinée où nous avons de la violence. Il y a de la violence partout sur le territoire national. Ici à Conakry, tous les jours presque, nous vivons des scènes de violence. On ne peut donc pas partir d'un acte isolé, posé par 1, 2 ou 5 personnes pour stigmatiser toute une région. Et c'est effectivement dans ça que nous sommes en train d'évoluer. Vous avez suivi, par exemple, l'intervention quelque peu comique de l'honorable Damaro. De toutes les versions officielles qu'on a entendues, c'est de Damaro qu'on a entendu une version la plus ridicule. Qu'au moment où on faisait la sensibilisation, les femmes initiées, parce qu'ils voulaient amener dans sa communication le fait qu'il y a eu des filles qui ont été excisées. C'est peut-être ça son intention, présenter comment on appelle ça, la situation à l'opinion internationale, que dans cette partie de la Guinée, malgré l'interdiction de l'excision, etc., c'est une pratique qu'on continue encore à vivre. Je répète qu'en République de Guinée, malgré toutes ces sensibilisations, dans toutes les régions de la République de Guinée, se pratique encore l'excision. Mais tout cela est fait dans le cadre de la stigmatisation de la région forestière, d'être habitée par des barbares, des sauvages, des gens qui ont dans leur gène, n'est-ce pas, de la barbarie, de la sauvagerie. Ça, nous le constatons, et nous le constatons au niveau, n'est-ce pas, de l'ensemble des membres du gouvernement, parce que nous n'avons pas encore entendu un seul officiel qui se soit distancé, n'est-ce pas, de ces dérives verbales pour condamner, n'est-ce pas, les propos de Laye Junior Condé. Alors, certaines personnes disent que le docteur Faya Milmono, c'est un forestier, il est un peu bias, hein, que dans le gouvernement du président Alpha Condé, hein, le président de l'Assemblée nationale lui-même, il est forestier, M. Damaro dont vous parlez, il est forestier. Hein. Alors, que répondez-vous par rapport à ça? Pourquoi les autres forestiers ne sont pas aussi un peu engagés dans ce combat comme vous? Que cherchez-vous, docteur Faya? Écoutez, on n'a pas la même sensibilité. On n'a pas la même sensibilité par rapport aux valeurs pour lesquelles nous nous battons. Sachez, Jacques, depuis que ce pays est pays, nous avons vu des gens, n'est-ce pas, qui ont été, si vous voulez, la cause des crimes les plus odieux infligés à leurs parents directs. Ça a toujours été la caractéristique principale dans notre pays. Je vous donne un ensemble d'exemples. En 2000, lorsque 8 jeunes forestiers ont été tués à Koza, parce qu'ils ont dénoncé la présence en région forestière de l'Olimo, il y avait dans le gouvernement, aussi bien à l'intérieur que dans beaucoup d'autres postes, des forestiers. Il n'y a pas un seul qui a dénoncé cela. Et on a gardé les corps, tenez-vous bien, on a gardé les corps des 8 qui ont été assassinés pendant 8 ans. C'est au moment où Baouri, l'actuel vice-président de l'UFDG, était ministre, n'est-ce pas, de la réconciliation, qui s'est battu pour que 4 de ces 8 corps soient remis aux parents pour être enterrés. Par rapport à cela, il n'y a pas, parmi tous ceux qui étaient originaires de la région forestière, qui étaient dans le gouvernement, il n'y a pas un seul qui ait condamné cela. Vous avez vu ce qui s'est passé l'année dernière, il y a 2 ans. C'était à Zogota. Lorsque le crime, n'est-ce pas, odieux a été posé à Zogota, il y avait des membres du gouvernement qui étaient originaires de la région forestière. Et je vous rappelle qu'il y a eu un, au moins, qui a demandé aux sages de Zéro-Corée
de l'aider à effacer les traces. Ça a été dit noir sur blanc, n'est-ce pas, dans un mémo adressé au président de la République par les sages de Zéro-Corée. Il s'agissait du ministre Edouard Lama. Donc, ça c'est courant à la République de Guinée. Donc, cela ne nous empêche pas, nous, qui avons une certaine sensibilité par rapport aux valeurs pour lesquelles nous sommes en train de nous battre, de continuer à nous battre. Et ça, ce n'est pas simplement parce que ça concerne la région forestière. Nous avons pris position à chaque fois que l'injustice a frappé à la porte d'un Guinéen. Voilà, chaque fois que, tout à l'heure, vous êtes tombé d'accord avec nous qu'il y a une stigmatisation des forestiers de façon générale. Pourquoi certaines personnes disent que votre région est tellement riche que certaines personnes veulent tout faire pour vous chasser donc de cette région. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos, Dr Fayard? Non, pas du tout. Je ne verse pas non plus dans l'exagération pour dire que on veut avoir la forêt sans les forestiers. Non. D'abord, personnellement, quand je parle des forestiers, il y a bien sûr certains qui pensent que forestiers, c'est seulement certaines ethnies qu'on considère être autochtones. Pour moi, ma définition du forestier, c'est l'ensemble de tous les Guinéens qui sont nés dans cette partie du pays ou qui ont choisi d'y élire domicile. Et donc, parmi ceux-là, vous trouvez toutes les ethnies guinéennes. Ça, c'est la définition propre à moi par rapport à cette question. La violence que nous vivons en région forestière a toujours été manipulée de Conakry. Je vous rappelle, j'étais encore ici avant que je ne voyage pour le Canada. Les premières élections communales en Zéro-Corée, n'est-ce pas, qui ont donné lieu aux premiers affrontements interethniques dans cette ville. Ça a été manipulé à partir de Conakry. On se rappelle de la déclaration qu'avait faite le général Lansana Conté à l'époque, en disant d'un des candidats, s'il veut être maire, il n'a qu'à aller en Haute-Guinée. Donc, quelque part, les ficelles étaient tirées en région forestière. Il faut le comprendre. Je vais vous donner un autre exemple pour dire que la manipulation a toujours été à l'origine, n'est-ce pas, de la violence que nous continuons à vivre de manière récurrente en région forestière. Vous avez suivi l'exemple de Guékédou. Lorsque Boukari Keïta s'est permis d'insulter les fils de Guékédou en les traitant d'être mal nés, et les femmes se sont levées pour le chasser, ça n'avait absolument rien à voir avec une question ethnique. Et je rappelle que Guékédou avait chassé comme premier préfet quelqu'un qui porte le même nom que moi. Il s'appelle Mirimouno Antoine. Eh bien, puisque ça concernait un Keïta, on a trouvé une raison supplémentaire pour dire que c'est une affaire ethnique. Ça n'avait jamais été une affaire ethnique. Donc, encore une fois, c'était de la manipulation. Il y a d'autres facteurs qui expliquent cette violence récurrente à la région forestière. C'est la région qui est frontalière aux pays qui sortent des problèmes sérieux. Quand vous prenez le Libéria, quand vous prenez la Sierra Leone, et aussi la Côte d'Ivoire. Donc, c'est une partie du pays où circulent beaucoup d'armes légères. Et l'irresponsabilité de l'État guinéen y a contribué également. Je vous ai parlé tout à l'heure, n'est-ce pas, de l'arrivée, depuis au temps de Lansana Conté, de la rébellion de l'Ulumo dans cette région. Et depuis qu'elle y est arrivée, chaque régime en fait son usage selon ses objectifs. Alors, lorsque nous avons à Conakry un gouvernement qui nous dit être soucieux de la stabilité, de la paix dans le pays et entretient des groupes armés sur le territoire national sans les désarmer, c'est que quelque part, cette autorité participe de fait à ces actes de violence. Donc, lorsque vous entendez qu'il y a de la violence récurrente, c'est aussi l'État qui est le facteur le plus important. Le cas de Zogota, par exemple.
c'est l'État qui a été tué là-bas. Les preuves sont encore là. Lorsque vous prenez le cas de Saoro, c'est l'État qui a été tué. Vous prenez le cas de Djeke, c'est l'État qui a été tué. Lorsque vous prenez le cas de Lola, c'est l'État qui a été tué. Donc, je ne crois pas personnellement, en tant qu'originaire de cette région, qu'il y a un comportement xénophobe en région forestière qui serait à l'origine, comme c'est de vouloir le dire, que c'est dans le sang ou c'est héréditaire chez les forestiers, la barbarie. Non, je ne crois pas en cela. C'est pourquoi nous devons traiter la question avec assez de sérieux et surtout, mettre l'État devant ses responsabilités parce que l'État a été à l'origine de beaucoup de cas de violence dans cette région. Comme d'ailleurs ça se fait dans d'autres régions. Aujourd'hui, vous ne craignez pas un peu pour votre vie, le RPG Arc-en-Ciel a demandé certainement des décisions contre vous, soit par la justice ou bien l'État. Voilà ce qu'il dit. Si des dispositions pratiques ne sont pas donc envisagées immédiatement à l'encontre donc du docteur Fayamil Mono, qu'ils appellent donc les pourfendeurs donc de la République. Et si on continue donc à les laisser ou bien le laisser prospérer dans leur base besogne, qui consiste donc à se donner à cœur joie à des accusations et des récriminations de telle gravité, c'est l'État guinéen aux bases de ces préposés qui sera donc en perpétuel danger et souhait à jamais, docteur Fayamino. Vous devenez un homme dangereux pour le RPG Arc-en-Ciel. Oui, j'ai lu ce mot. Je crois que il y a de la panique au sein du RPG parce qu'ils comprennent bien qu'aujourd'hui, ils n'ont pas simplement échoué. Ils ont montré l'arrogance vis-à-vis ceux qui ont été leurs bienfaiteurs hier. Aujourd'hui, la panique est réelle. Ça ne nous dérange pas tout ce qu'ils font comme menace. On n'a jamais été autant menacés, n'est-ce pas, à Conakry ici que dans les années 2011-2012. Donc, le RPG ne me laisse pas, comment on appelle ça, ne me cause pas d'insomnie à cause des mots qu'ils alignent. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, le régime du RPG doit donner des explications claires au peuple de Guinée. Quelle est la disposition constitutionnelle, quelle est la légale qui autorise le gouvernement guinéen à transformer un village en camp militaire parce qu'il y a eu un crime. Avons-nous fait la même chose à Cancan? Avons-nous fait la même chose à Kouroussa? Il y a eu de la violence à Timiro. Il y a eu de la violence à Sigiri. Il y a eu de la violence à Cancan. Il y a eu de la violence à Mamou, etc., etc. Est-ce qu'on y a implanté un camp militaire? Je ne crois pas. Donc, il y a là une violation claire de la Constitution en son article 12 qui parle de l'inviolabilité, n'est-ce pas, du domicile. Donc, c'est une panique. Ils n'ont pas besoin de paniquer. Les Guinéens ont vu assez de la gouvernance du RPG Arc-en-Ciel. On a même l'impression, et c'est ce qui se dit par beaucoup de Guinéens aujourd'hui, c'est même la malédiction. Parce que les Guinéens vont se rappeler, dans quelques mois, que pour la première fois dans l'histoire de ce pays, les pèlerins guinéens n'ont pas foulé le sol de la Mecque. Les Guinéens vont se rappeler que dès qu'on va parler du RPG Arc-en-Ciel, on se rappellera de l'Ebola. On se rappellera de tous les maux que nous sommes en train de souffrir aujourd'hui. Donc, c'est cette panique qui les prend et ils essayent de proférer des menaces. Ça nous fait même rire. Ça vous fait même rire. Avant de vous poser une question par rapport à Ebola que vous avez mentionné tout à l'heure, vous avez dit ceux qui ont été, une panique, ceux qui ont été donc les bienfaiteurs. Vous faites allusion à qui ici? Les bienfaiteurs qui? Ceux qui ont voté. Je veux dire que
je veux dire que, quelque part, cette région du Sud, n'est-ce pas, même si le professeur Alpha Condé, malgré tout, a volé les dernières élections de 2010, à région forestière, il a eu un véritable soutien. Et donc, aujourd'hui, ils savent que le sévrage est presque terminé. Allez aujourd'hui à région forestière. Je vous donne l'exemple d'une association qui s'est lancée dans le soutien au RPG Arc-en-Ciel, Diompulo. Une mission est venue spécialement de l'intérieur pour dire restez avec votre Diompulo à Conakry désormais. Si vous venez là, vous verrez. Donc, cette situation les traumatise véritablement. Donc, ils savent que la fin est proche. C'est pour cette raison qu'ils paniquent. Et ils veulent, je crois que vous avez entendu qu'aujourd'hui, on est en train de terroriser Eli Kamano, le régiment. J'allais vous poser cette question. Comment pouvez-vous expliquer, Jacques, que les officiers de police puissent s'embarquer dans un véhicule non immatriculé pour aller kidnapper quelqu'un? Appelez-vous ces gens-là des officiers de police ou des criminels? Alors, docteur Faya, est-ce qu'aujourd'hui, vous ne constatez pas qu'il y a un peu une complicité donc de tous les autres frères guinéens, le silence aussi des partis politiques qui veulent certainement conquérir la forêt, on ne les entend pas trop articuler leur point de vue comme si c'était une situation qui s'est passée certainement à Moyen-Guinée, en Haut-Guinée ou bien en Basse-Guinée. Comment vous expliquez un peu ce silence j'allais dire un tout petit peu coupable donc de la population ou bien des leaders? Non, il faut être à Conakry, Jacques, pour se rendre compte que les Guinéens ne sont pas indifférents à ce qui se passe à Ouné. En fait, il y a eu une réaction mesurée. Parce qu'au début, l'État était le seul là. On sait qu'à chaque fois que l'État a ouvert la bouche, en Guinée, c'est du mensonge qui sort. Il n'y avait pas de témoins. Tout le monde était ému, tout le monde était choqué. N'est-ce pas, de la description qu'on nous avait faite des circonstances odieuses dans lesquelles 8 de nos compatriotes ont été tués. Mais après ce moment d'émotion, après que nous ayons constaté que l'État a empêché les avocats, les journalistes, les huissiers de justice de faire leur travail, les Guinéens ont compris que c'est le même réflexe, en fait. L'État n'a jamais dit la vérité aux Guinéens. Donc les réactions, allez aujourd'hui dans le comité de crise dont je suis porte-parole. Vous trouvez de toutes les régions. De toutes les régions. Il y a eu des réactions également au sein de la classe politique. Je veux parler de l'opposition. C'est vrai que du côté du RPG Arc-en-Ciel, il s'agit simplement de stigmatiser la région forestière. C'est des barbares, c'est des sauvages, etc., etc. Mais du côté de l'opposition, il y a eu des réactions. Et les réactions continuent jusqu'à présent. Donc, chaque fois que j'ouvre la radio, quand j'écoute les compatriotes, même ceux-là qui n'ont même pas été à l'école, parce qu'à les entendre, on sait que ce ne sont pas, n'est-ce pas, des gens qui ont été à l'école. Ils produisent un raisonnement très cohérent. Et ils sont choqués. Ils expriment cela, et tous les jours. Et c'est tout cela qui contribue à la panique, en fait, du RPG Arc-en-Ciel. Parce que quand ils suivent les commentaires, il y a eu une émission ici, sur Nostalgie, où monsieur le ministre de la Communication est intervenu quelques minutes après mon intervention. Après, on a ouvert l'antenne pour les auditeurs. Il n'y a pas un seul qui ne lui a pas tapé dessus pour dire qu'il est non seulement incompétent, mais il est l'un des plus arrogants dans ce gouvernement. Donc, tout cela est mis aujourd'hui au compte du RPG Arc-en-Ciel. Et donc, ça se comprend que ces messieurs et dames paniquent parce qu'ils savent que, en fait, la gestion cacophonique, la corruption institutionnalisée qu'ils ont mise en place aujourd'hui, comment on appelle ça, le temps est en train de leur échapper. Et donc, très bientôt, on se trouvera à la fin. Et c'est ce qui explique effectivement que
dans les rangs du RPG, il y a véritablement une panique. Véritablement une panique, docteur Faya Milmono, la situation aussi de la fièvre hémorragique à virus Ebola aussi inquiète l'existence même de la Guinée et surtout de vos parents en Guinée forestière. Est-ce qu'aujourd'hui, pour nous faire pratiquement un peu l'état des lieux, qu'est-ce qui se passe, docteur Faya? Aujourd'hui, en Guinée, malheureusement, et encore, il faut mettre ça au compte du gouvernement du professeur Alpha Condé, on fait de Ebola business. Il vous souviendra, j'étais encore à Washington. Les premières victimes d'Ebola ont été enregistrées, c'était en janvier. Le gouvernement a caché cela au peuple de Guinée et au monde entier pendant 3 mois. C'est en mars qu'on a informé le peuple de Guinée que le virus qui a tué à Macenta, à Gekedou, c'est bien le virus Ebola. Depuis, vous avez suivi l'irresponsabilité avec laquelle on a géré, n'est-ce pas, la lutte contre Ebola dans notre pays. La première personne à jeter la pierre aux bienfaiteurs, c'est le président de la République lui-même. Je crois que vous avez l'enregistrement de la voix du président Alpha Condé s'est attaqué ouvertement à Médecins sans frontières. Quand il s'est attaqué ouvertement à l'OMS. Tantôt pour dire qu'ils sont à la recherche de l'argent. Au moment où ces organismes-là donnaient des cris d'alarme pour que des actes plus sérieux soient posés. Il vous souviendra également que j'étais encore à Washington lorsque le bloc libéral a signé sa déclaration numéro 12, dans laquelle nous avons lancé un appel à toute la Guinée. Et nous avons demandé aux uns et aux autres de laisser de côté toute la partisanerie politicienne pour faire face à ce défi des plus importants qui soit arrivé à notre pays. Mais venez ici à Conakry. Comment on gère Ebola? Même ceux qui reçoivent des fonds pour aller faire la sensibilisation, si ce n'est pas du RPG, ne le savent même pas. Comment pouvez-vous aller sensibiliser dans un village de Macenta où tout le monde parle, ou en tout cas 80% parlent la langue Toma, quand vous ne pouvez même pas dire bonjour en Toma? Donc, en fait, le professeur Alpha Condé et son gouvernement sont en train de mal gérer la lutte contre Ebola parce que simplement, ça leur permet de justifier non seulement leur échec, mais ça permet de continuer à faire le Ebola business. On leur envoie de l'argent. Vous avez suivi le préfet de Gekedou. Il n'y a que 2 centres de traitement en Guinée depuis que Ebola est en Guinée. Le centre qui est à Donka, mal situé parce qu'aujourd'hui, personne ne va à Donka, même ceux qui ont d'autres maladies. Et le centre de Gekedou. C'est le préfet qui dit qu'il n'y a aucune ressource à Gekedou, qui se demande qu'est-ce qu'on fait de tous les dons qu'on est en train de faire à notre pays. Donc, aujourd'hui, c'est un autre terrain sur lequel l'échec est clair. Et les Guinéens vont se le rappeler. Alors, vous avez parlé d'Ebola business. Est-ce qu'on peut parler aussi d'Ebola politique, puisque certains partisans du RPG Arc-en-Ciel disent ouvertement peut-être qu'il n'y aura pas des élections en 2015 si cette situation continue, la situation de l'Ebola continue dans le pays. Bien entendu, nous comprenons maintenant le fond de leur pensée, parce que si aucune disposition sérieuse n'a été prise, malgré les interpellations, nous avons voyagé il y a quelques mois dans la sous-région ouest-africaine ici. Le jour que je quittais Conakry, j'ai pris l'avion sans que quelqu'un ne prenne ma température. Je n'ai vu aucun travailleur de l'aéroport de Conakry qui portait des gants ou des masques. Rien. C'était au moment même où le président Alpha Condé a décrété son fameux, l'état d'urgence sanitaire. Je suis arrivé au Togo,
où on n'a pas encore signalé un seul cas suspect. Et tout le monde était prêt. À Ouagadougou, la même chose. Le jour que je suis revenu, pendant que partout dans toutes les capitales que je viens de citer, les gens sont en état d'alerte maximum et toutes les dispositions sont en place. J'arrive à Conakry, qui est la Guinée, qui est l'épicentre de cette maladie. Il n'y a absolument rien que vous voyez qui vous permette de penser qu'on est en train même de prendre cela au sérieux. Ce jour-là, lorsque les journalistes m'ont tendu le micro, j'ai fustigé cette réalité. C'est seulement le lendemain, après que j'ai fait cette communication, que le lendemain, on a vu quelques gants distribués aux travailleurs de l'aéroport de Bessia. L'un des responsables de l'aéroport m'a appelé, il a cherché mon numéro, il m'a appelé pour me remercier. Il vous souviendra également qu'il y a quelques mois, 4 partis politiques, dont le Bloc libéral, le Parti cadre, le Parti UFD, ont signé une déclaration pour dénoncer effectivement le fait qu'on soit en train de faire de l'Ebola en région forestière un fonds de commerce. Parce que les gens qui vont, ce n'est pas pour rien que les populations réagissent. Les gens sont en train de se battre contre la mort. On vient leur parler avec des t-shirts du RPG, avec l'effigie du professeur Alpha Condé, ça irrite. Surtout qui symbolise l'échec. Et on vient leur dire ce que les populations savent que c'est du mensonge. On va jusqu'à leur dire que les détergents qu'on est en train de vous distribuer, c'est des dons des amis blancs du professeur Alpha Condé. Voilà à quoi ça ressemble. Je vous donne une autre scène que nous a décrite, pas plus tard qu'hier, l'honorable Koni, Oromo Koni Kourouma. Il a entendu parler d'une assemblée pour la préparation de gens à la sensibilisation contre Ebola. Alors, il a eu la curiosité de se retrouver là. Tous les intervenants parlent de la réélection du professeur Alpha Condé. Même les documents qu'on élabore pour aller chercher de l'argent, pour aller à l'intérieur du pays, ça porte la mention réélection du professeur Alpha Condé. Donc, quelque part, c'est à dessein qu'on ne soit pas en train d'écouter, n'est-ce pas, toutes les méthodes efficaces que proposent les Guinéens. Allez sur les sites internet, allez sur les radios, vous verrez beaucoup de méthodes que les gens sont en train d'utiliser. Combien de fois nous avons commencé à interpeller le gouvernement d'avoir dans toutes les gares routières de notre pays un minimum de kits qui permettent de prendre la température des gens qui viennent s'embarquer dans les taxis, dans les autobus, dans les minibus. Vous ne trouverez pas dans une seule gare routière, ce qui fait que les gens arrivent de continuer à se promener à travers la Guinée. Et chaque semaine, nous entendons un nouveau foyer d'Ebola sur le territoire national. Aujourd'hui, c'est vers les Bandankoro. Donc, le RPG est en train de le faire, c'est effectivement parce que, bon, s'il y a Ebola, on ne peut pas parler d'élection. S'il y a Ebola, on ne peut plus parler d'échec. S'il y a Ebola, donc, on a trouvé, n'est-ce pas, Ebola comme une sorte de panacée. Hein, l'explication magique. Une sorte de panacée Ebola business. Alors, docteur Faya Molo, pendant que nous y sommes, hein, vous avez parlé de Ouagadougou. Hein, vous êtes un citoyen, vous avez le droit de vous rendre un peu partout. Hein, mais le fait donc de vous rendre pour aller voir M. Dadis Camara, hein, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Alors, pourquoi êtes-vous allé à Ouagadougou, docteur Faya? D'abord, mon voyage à Ouagadougou s'inscrivait dans le cadre d'un voyage sous-régional. Il vous souviendra, j'étais encore là-bas aux États-Unis. Lorsque, après ma rencontre avec le vice-président du Libéria, qui m'a rencontré à Rhode Island, j'avais reçu une invitation. Si ce n'était pas la question d'Ebola, je serais déjà passé par Monrovia. J'aurais déjà fait le voyage de Freetown. Mais compte tenu du fait que dans ces deux pays où je voulais commencer effectivement cette tournée,
il y a Ebola, eh bien, nous avons choisi d'aller vers d'autres pays de la sous-région, dont le Togo. On est passé par le Ghana, on est allé à Ouagadougou. Et bien entendu, comme tous les hommes politiques guinéens, que certains le disent ou qui ne le disent pas, lorsqu'ils sont de passage à Ouagadougou, ils rencontrent, n'est-ce pas, le président Dadis. C'est ce que nous avons fait. Nous nous sommes entretenus avec lui. Nous avions la curiosité de savoir qu'est-ce qui s'est passé véritablement ce 28 septembre 2009, qui a été la journée noire pour le peuple de Guinée. Plus de 150 personnes tuées, des femmes violées. Je voulais entendre, n'est-ce pas, du capitaine Moussa Dadis Camara, sa propre version des faits. Et ces échanges que j'ai eus avec lui m'ont permis de comprendre l'ampleur du problème. Et donc, de me poser davantage de questions par rapport à ce qui s'est véritablement passé. Il faut que les Guinéens aillent en profondeur par rapport à cette situation et qu'on cesse d'aller à Ouagadougou pour questionner, n'est-ce pas, le capitaine Moussa Dadis Camara, mais qu'on le questionne ici à Conakry. C'est d'ailleurs le souhait de l'association des victimes du 28 septembre 2009. Donc, c'est tout. Alors, vous avez parlé de sa propre version, des faits, et d'aller en profondeur sans pourtant rentrer dans les détails de façon ramassée. Qu'est-ce que vous avez appris de nouveau que vous pouvez certainement nous dire pour le moment, sans pour autant briser un peu si un secret il y a entre vous et lui? Mais ce qui est clair, c'est que au-delà même de la conversation que j'ai eue avec Moussa Dadis Camara, quand on voit l'ampleur du dégât qui a été causé le 28 septembre 2009, c'est pas quelque chose qui a été fait en un jour, ou en 2 jours, ou en une minute. Ce n'est pas spontané. C'est comme si c'était un guet-apens qui a été très très bien préparé contre les manifestants ce jour. Eh bien, nous entendons, par exemple, le général qui est actuellement le chef de la force en attente, qui se promène avec des listes. Une des choses que je souhaite, c'est que son nom soit en tête de cette liste qu'il est en train de déposer, n'est-ce pas, au CPI ou à la Cour pénale internationale. Donc, ce qui s'est passé ce jour-là, ça a été une véritable conspiration contre le peuple de Guinée. Et il faut aller donc en profondeur. Tous ceux qui étaient du CNDD, tous ceux qui étaient membres du gouvernement, excepté ceux qui ont démissionné, parce qu'il y a eu des compatriotes qui étaient dans le gouvernement du CNDD, qui, après ces crimes odieux, ont tout de suite démissionné. C'est entre autres Justin Morel Jr. On peut trouver des circonstances atténuantes pour ce genre de personnes. D'abord, ils n'étaient pas associés à la gestion des armées, de la police ou de la gendarmerie. C'est des civils qui s'occupaient d'autres dossiers techniques, mais qui ont été choqués, comme beaucoup d'autres Guinéens, comme beaucoup d'autres personnes à travers le monde, par, n'est-ce pas, le caractère odieux du crime. Et donc, ceux-là peuvent, n'est-ce pas, bénéficier de circonstances atténuantes. Mais il y a des personnes, même au sein des forces vives d'alors, qui doivent être questionnées. Si nous voulons aller en profondeur et savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé pour toucher du doigt la vérité, il faudrait qu'on ratisse large. Voilà, alors le docteur Faya parle de guet-apens et puis une conspiration contre la Guinée. Il a commencé déjà à citer quelques personnes. Est-ce qu'on peut parler aussi de ce guet-apens ou bien conspiration vient aussi de l'extérieur ou bien c'est un peu seulement de l'intérieur? Écoutez, je ne suis pas de ceux qui pensent que l'Afrique, après 50 ans d'indépendance, va continuer à justifier ses problèmes, n'est-ce pas, par l'action de l'impérialisme international. Nous sommes responsables à 90% des maux dont nous souffrons. Même si quelques personnes ou quelques personnalités à travers l'hostilité à quelques niveaux, les acteurs, ceux qui ont posé l'acte sur d'autres Guinéens, ce sont des Guinéens. Ce sont les Guinéens. Alors,
Alors, merci, Dr Faya. Avant donc de prendre peut-être une ou deux questions pour vous laisser, puisque nous avons aussi l'honorable en ligne qui veut faire un point. Alors, nous avons reçu M. Kaba la dernière fois qui avait préféré, je n'ai pas voulu venir certainement au moins sur ça, mais puisque vous êtes en ligne, je ne peux pas certainement ne pas vous poser cette question. Et il a parlé de votre séjour en Angola. Vous avez reçu près de $70 000. Vous avez utilisé pour construire un peu votre site. Et il a mis même un peu en cause encore un peu votre doctorat. Alors, ce sont des débats un peu certainement donc de bas étage, mais puisque vous êtes en ligne, Dr Faya, je vais vous permettre donc d'évacuer un peu cela rapidement. Comme vous l'avez dit, c'est un débat de bas étage. Je n'ai pas voulu, si vous voulez, jusqu'aujourd'hui, je lui ai posé la question clairement devant un juge pour qu'il donne la preuve de ce qu'il affirme, certaines affirmations. Mais il y a d'autres affirmations qui ne méritent pas de réponse parce que même ceux-là qui l'écoutent voient et lisent les contradictions, n'est-ce pas, dans ce qu'il dit. Je relève certaines choses. Il parle de démission. Oui, j'ai appartenu au PGP, Parti guinéen du progrès, dont j'étais le secrétaire à la jeunesse. Lorsque je suis allé aux études au Canada, ce parti a été, dans le cadre de la recomposition de la classe politique, a disparu, donc intégré un autre parti politique. Donc, je ne sais même pas à quel moment cela. La démission, oui, j'ai démissionné de la NGR. Mais il y a un problème de niveau. Quand quelqu'un dit, il a démissionné du collectif. Vous comprenez, tous les compatriotes qui m'écoutent savent que le collectif n'était pas une entité dont les membres étaient des personnes physiques, mais des personnes morales. Mais faut-il avoir le niveau pour le comprendre? Je n'étais pas au collectif en tant que Faya, j'étais au collectif en tant que représentant de la NGR. Donc, si je démissionne, même si j'étais le porte-parole du collectif, si je démissionne de la NGR, de fait, je ne pourrais plus porter la parole. C'est une question d'honnêteté intellectuelle. Il a parlé, n'est-ce pas, de démission même de la COEP. Encore à ce niveau, il y a un problème de niveau de compréhension. Et aussi de compréhension même de partis politiques. Il y a des gens qui sont en Guinée à la tête des partis politiques. Donc, eux seuls sont des militants, membres du bureau exécutif. Nous étions à la COEP, on est de 3 ou 4 mois. La charte, le règlement intérieur exigeait que chaque parti politique dépose au moins la liste de 8 cadres pour meubler les différentes commissions de travail. Il y a des partis politiques, jusqu'au moment où le BL quittait, qui n'avaient pas déposé une chose, le nom d'une deuxième personne à part le nom du leader. Donc, c'est donc compréhensible pour ces gens-là de penser que lorsque le parti a démissionné, c'est que c'est eux qui ont démissionné. Donc, les gens le ridiculisent même à travers cela. Quand ils parlent de ça, les gens comprennent qu'il doit être lui-même peut-être à la tête d'un homme parti, comme c'était le cas de Makanera, etc., etc. Le BL est un parti qui a des militants, un parti qui a des ambitions et qui discute pour prendre des décisions sérieuses. On est passé à travers une discussion sérieuse pour, n'est-ce pas, décider de sortir de la COEP. Il dit que j'ai démissionné de l'opposition républicaine. Démissionner de l'opposition républicaine. Encore une fois, l'opposition républicaine n'a pas pour membres des personnes physiques, mais des personnes morales. S'il avait même l'honnêteté intellectuelle, il reconnaîtrait que, au moment où nous étions ensemble au sein de la COEP, nous avions un argument objectif pour suspendre notre participation aux activités de la COEP, de l'opposition républicaine. Il y a beaucoup d'autres choses qu'il a dites, dont les Guinéens qui me connaissent depuis toujours, je n'ai pas varié mes positions. Mais il y a une situation, il y a des affirmations qu'il a faites qui, à mon avis, nécessitent qu'ils en donnent des preuves à un juge. C'est par exemple quand il a dit que j'ai été envoyé en mission en Angola par l'UFDG. C'est plus facile à prouver ça, parce qu'il suffit de brandir lors de mission. J'ai perçu 70 000, 75 000, je ne crois pas que
il y a des Guinéens aussi riches qui distribuent les dizaines de milliers de dollars à des gens qui n'appartiennent même pas à des partis politiques concernés pour avoir ces sommes d'argent. Ce qui a été plus choquant, c'est quand il a dit que c'est avec cet argent que nous avons fait notre pièce. Les militants du DL savent exactement comment ils sont en train de se battre pour faire, n'est-ce pas, de leur siège un endroit de travail. Donc, nous avons demandé à un juge de demander à M. Kaba de donner la preuve de ce qu'il affirme. Eh bien, aujourd'hui, posez-lui la question. Il a déjà varié plus de 10 fois ce qu'il a dit. Maintenant, il dit, non, l'argent, en fait, lui a été donné, ce n'était pas pour remettre à la structure nationale de l'UFDG, mais c'était pour l'encourager à adhérer. Je dis, mais tu donneras la preuve parce que moi, j'ai non seulement l'enregistrement de ces déclarations, mais j'ai tous les articles sur Internet ou dans les journaux où il a parlé de ça. Donc, ça, c'est une question qui sera réglée très bientôt parce que le VIX, on est convoqué pour le jugement. Alors, Dr Faya, voilà, alors je pense que nous avons oui donc perdu le docteur